Des idées, il en est tous les jours. Il y a les bonnes, les mauvaises, mais surtout celles qui ont le pouvoir de changer le monde. Alors que vous nous rejoignez en télévision, sur le web ou en podcast, on va explorer ensemble ces idées qui méritent de sortir de la grotte et d'être mis en lumière. Oui, parce qu'en Wallonie, on a de véritables pépites et je suis très content aujourd'hui d'inviter Chloé Dupont. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors Chloé, tu es ingénieure, on va avoir l'occasion d'en reparler dans l'émission. J'aimerais avant tout te demander qu'est-ce qui occupe beaucoup de place dans ta tête pour le moment? Ah bah, actuellement, ce qui occupe de la place dans ma tête, c'est, ma thèse car, pour le moment, je travaille en tant que doctorante à l'université de Mons et du coup, bah, c'est un travail à plein temps et bah, c'est aussi un mode de vie, que j'occupe pour le moment. Alors la thèse, c'est un mode de vie, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je pense que ça prend, beaucoup de place, dans notre quotidien parce que, bah, du coup, c'est un travail à plein temps, donc je vais à l'UNIF, je fais mes recherches, mais comme c'est un projet qu'on conduit sur, une longue durée, je pense que c'est toujours un peu, dans le coin de notre tête, en fait. Du coup, enfin, je pense qu'on en parlera ici au long de l'émission, mais c'est, du coup important d'avoir des choses à côté pour pouvoir s'en détacher parce que si pas, en fait, c'est facile de juste se perdre, je pense, dans ce projet, qui prend beaucoup de place dans notre vie. C'est ça, on va en parler, hein. Donc un projet sur plusieurs années. Heu, dis-nous un petit peu, tu travailles sur quoi exactement? Est-ce que, Mmh. de manière simplifiée, on peut comprendre ce que tu fais? Oui, du coup, moi, tu l'as dit, je suis ingénieure, Ouais. de formation ingénieure électricienne et ma spécialité, c'est les réseaux électriques et l'énergie électrique, donc tout ce qui est un peu les gros réseaux de tension, les grosses machines de production, tout ça. Et moi, ma recherche, elle se focalise principalement sur l'application d'intelligence artificielle dans ce domaine. Donc, comment l'intelligence artificielle peut nous aider parce que, bah, on le sait, on a une transition énergétique, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, tout ça. Et donc ça nous amène des nouveaux challenges et du coup, mon travail, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir, de l'aide et des réponses. Donc l'intelligence artificielle, tu l'intègres dans les réseaux, pourquoi? Pour mieux les gérer, pour mieux, Donc en fait, ça marche comment? il y a beaucoup de moyens de le faire. Donc, un exemple hyper simple que je peux vous donner, c'est, bah, par exemple, maintenant, on a des productions renouvelables, mais on ne sait pas ce qu'elles vont produire demain parce qu'elles dépendent de la météo. Et donc, par exemple, Genre l'intelligence les panneaux solaires sur les toits des maisons, genre un c'est ça? panneau solaire, genre un Ouais, parc éolien. ouais. Imaginez le gros parc éolien qu'on a en mer du Nord, bah, on n'est pas certain de ce qu'il va produire demain et du coup, on peut utiliser l'intelligence artificielle, donc plus précisément des réseaux de neurones, pour essayer de déterminer ce qu'il produira demain. Et donc on peut comme ça s'adapter avec le reste du réseau et se dire: «Bah, voilà, demain, on aura besoin de mettre un peu moins de centrales au gaz parce qu'on a de la chance, il y a beaucoup de vent». Du coup, tout ça, il faut un peu, savoir le prédire et donc ça, c'est par exemple une application, des réseaux de neurones. Alors moi, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'aime bien donner cet exemple-là, pour un peu, donner la couleur. C'est ça. Alors tu as dit un truc, réseau de neurones, Oui, c'est quoi? du coup, pardon, réseau de neurones, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, je pense que tout le monde connaît ChatGPT. ChatGPT, c'est une évolution du réseau de neurones, par exemple. Donc les réseaux de neurones, c'est, de nouveau de manière simplifiée, mais c'est, une structure qui va pouvoir «apprendre» des choses, entre guillemets. C'est ça, donc c'est un ordinateur, un ensemble d'ordinateurs qui peuvent apprendre et toi tu l'utilises pour qu'ils puissent, prédire, bah, le temps qu'il fera demain. Est-ce qu'il y aura beaucoup de vent, beaucoup de soleil et du coup, est-ce que, les parcs éoliens vont bien fonctionner ou pas? Est-ce que les panneaux solaires vont bien fonctionner? C'est un peu ça? Du coup, moi, je ne fais pas ça, mais dans mon labo, certaines personnes font ça. Ouais. Moi, ce que je fais particulièrement, c'est vraiment plus complexe que ça, c'est intégrer des réseaux de neurones dans, d'autres programmes, en fait. On a des programmes qui sont, parfois compliqués Mmh. à faire tourner parce que, bah, voilà, les équations, parfois, c'est compliqué à les faire comprendre à un ordinateur, on vit une transition. Un humain aussi d'ailleurs parfois? Oui, c'est clair et donc parfois pour essayer de soulager certains programmes, moi j'essaye de remplacer des équations compliquées par des réseaux de neurones, en gros. OK. Du coup, c'est encore une application différente, mais en fait on se rend enfin, du coup, quand on est dans le domaine, on s'en rend compte, on a de plus en plus d'applications où, les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle sont présents, surtout dans un milieu qui évolue autant que le milieu de l'électricité, en fait. Enfin, il y a, 20 ans, on parlait pas, d'énergie renouvelable, on parlait pas d'avoir autant de véhicules électriques, tous les problèmes, tous les challenges que ça allait amener et du coup, l'intelligence artificielle se développe en parallèle, mais apporte aussi, je pense, une partie de solution du coup à ces nouveaux challenges. Et alors des nouveaux challenges, mais, cette évolution, dont tu parles, tu la trouves, plutôt positive? Elle est nécessaire cette évolution, des sur les réseaux électriques, je parle? Mais du coup, il y a différentes choses qui rentrent en compte. Donc d'un côté,
pour moi, oui, parce que je suis passionnée par le milieu, donc je pense que oui, le développement des énergies renouvelables et tout ceci, bah, c'est très important parce que, voilà, on le sait, hein, avec, la transition écologique, c'est un peu compliqué. Mais ceci, en fait, ça amène des complications. Notamment, on sait qu'en fait, dans les réseaux, ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours un équilibre. Mmh. Et donc, bah, par exemple, on a entendu beaucoup parler du blackout en Espagne. Ouais. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a un problème, bah, tout peut arriver en cascade et on peut arriver à des blackouts. Donc, on le souhaite pas à la Belgique. Mais du coup, comme on change de... Avant, on avait juste des grosses centrales nucléaires et voilà, on se posait pas trop de questions, on produisait plein d'électricité. Maintenant, c'est plus complexe, on a du renouvelable, on a des véhicules électriques, notre manière de consommer change beaucoup. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est un mal ou un bien? Bah, par exemple, bah, l'augmentation de l'électrification, on peut se dire, bah, on consomme de plus en plus. Maintenant, tout le monde a un frigo, tout le monde a un Mmh. congélateur, tout le monde a beaucoup d'appareils qui consomment. À côté de ça, bah, on a l'électrification du chauffage. Ça, au fond, on peut se dire que c'est une bonne chose. Mais du coup, ça nous amène vraiment une très forte transition et c'est pour ça que je suis passionnée par mon travail, du coup, parce que je sens que je suis en plein dans ce changement. Alors j'aime bien ce que tu dis, que tu es passionné par ton travail, donc tu l'as dit, hein, tu es dans un projet de thèse, c'est plusieurs années, 4 ans, c'est ça? C'est ça. 4 ans pendant laquelle tu vas pouvoir, donner ta petite, pierre à l'édifice et résoudre une partie du gros problème que tu viens de citer. Heu, 4 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? À ton avis, vu l'ampleur de la difficulté du sujet? Alors, bah, les 2, parce que du coup, quand on sort de l'université et qu'on se dit: «Ah bah, je vais commencer par une thèse» et qu'on nous annonce: «Ah bah, tu es parti pour 4 ans», tu te dis un peu: C'est OK, je m'engage pour quelque chose sur du long terme», Ouais. alors que, bah, maintenant parfois on change de travail quand on a un premier job, et bah, après on se rend compte que c'est pas ça, mais là non, je m'engageais vraiment pour 4 ans. Après, on peut toujours arrêter si on le souhaite, hein, mais c'était pas mon but. Mais maintenant que je suis du coup dans ma troisième année, je me rends compte que 4 ans, c'est pas si long que ça, parce Ouais. qu'en fait, il y a tellement de choses à faire, on a envie d'essayer beaucoup de choses. Mais bon, au bout d'un moment, il faut clôturer, et il faut écrire, la thèse. Mais, donc au début, ça semblait long et maintenant, ça semble court. Alors on va parler de ton parcours, on va commencer, bah, peut-être par les dernières années, donc par le parcours, plutôt universitaire. Tu as fait donc tu es ingénieur, tu l'as dit. Tu as fait un bachelier en ingénieur et puis un master où tu t'es spécialisé, c'est Mmh. ça? C'est ça, Vers l'électricité, les réseaux électriques déjà et puis là, tu l'as dit, dans la troisième année de ton doctorat. c'est ça. C'est un parcours, qui te semblait, complètement accessible, qui est assez linéaire, qui est assez simple pour toi? Je veux dire, passer du bachelier au master, du master au doctorat et tu l'as très bien dit d'ailleurs, le doctorat, c'est un moment où tu travailles, donc tu es Mmh. à la fois étudiante parce que tu auras un diplôme à la fin, tu C'est seras ça, docteur, mais aussi travailleuse c'est ça. et c'est un parcours, classique? Classique, je sais pas, parce que je pense qu'il y a moins d'1 % de la population qui fait ce parcours, de doctorant. Pour moi, en tout cas, ça m'a pas semblé être un parcours, hors du commun parce qu'en fait, j'ai juste suivi, le cours de la rivière, j'ai l'impression. Mmh. En fait, je suis arrivée à la Polytech, comme tu l'as dit, j'ai fait mon bachelier. Je savais pas trop vers quoi j'allais aller honnêtement. Je suis rentrée pour devenir ingénieure en me disant que j'avais envie de contribuer parce que déjà, donc je suis entrée en 2018. Déjà à cette époque-là, on parlait beaucoup, bah, du changement climatique et des problématiques, actuelles. Donc je voulais y participer, mais je ne savais pas trop vers quoi et puis finalement, au fil de mes cours, je me suis rendu compte que, bah, voilà, l'électricité, ça me passionnait, que c'était, des changements d'ampleur et puis pareil, au cours de mon master, en fait, j'ai vraiment été intéressée par certains cours parce que l'électricité, de nouveau, c'est très vaste. On peut aller aussi, en fait, vers les télécommunications avec la 5G maintenant. Moi, j'ai vraiment choisi, les réseaux électriques et j'avais un professeur qui était, vraiment, très encourageant et qui donnait avec passion son cours et en fait, il est devenu mon promoteur de thèse, c'est monsieur François Vallée Mmh. et du coup, maintenant, je fais ma thèse avec lui comme superviseur. Du coup, en fait, j'ai un peu suivi, oui, le courant de la rivière sans vraiment, trop me poser de questions. Enfin, décider de faire un doctorat, évidemment, c'était quand même un gros choix, Ouais. mais ça m'a pas semblé, bon, après évidemment, il faut obtenir son financement, tout ça, hein, donc ça a été des étapes importantes, On va y mais revenir, hein, sur ces étapes-là qui sont importantes, mais tu disais, tu suis un peu, le fil de la rivière. On a l'impression que tu suis surtout un fil rouge avec une envie de contribuer, positivement, mmh, bah, sur la transition écologique, tu l'as dit, sur, peut-être le confort des gens, éviter les blackouts. C'est aussi, bon, ça peut être dangereux, mais ça peut être oui. aussi une question de confort. C'est une passion, tu l'as répété, à plusieurs reprises, qui est née, au début de tes études ou ça revient, plus en avant, dans ta vie? Moi, ça vient de très longtemps.
je pense, parce que je suis intéressée par la science déjà depuis un moment. Après, je pense que vraiment se positionner sur, bah, comme on a dit, la transition énergétique, les enjeux sociétaux, c'est quelque chose qui vient quand on est plus mature, je pense. Ouais. Mais déjà quand j'étais ado, j'avais vraiment, le goût de la technologie, je pense et j'aimais bien, voilà les éoliennes, ça m'intéressait beaucoup, les véhicules électriques, je trouvais ça génial quand ça commençait à en sortir, quand j'étais en secondaire. Donc j'étais vraiment intéressée par ça. Je ne sais pas si c'était forcément pour aider les gens, mais en tout cas participer à ouais, je pense à un monde quand même plus durable. Parfois, je pense quand enfin moi, du coup, comme je disais, ça ces histoires d'écologie, tout ça, ça tombait fort pendant mon adolescence et parfois ça m'a beaucoup touchée. Enfin, on nous l'a répété à notre génération, mais et la planète pour vos enfants, pour vos petits-enfants, qu'est-ce que ça en sera? Et je pense que ça m'avait quand même beaucoup touchée et donc c'est aussi pour ça, je pense que je suis partie, dans cette voie-ci, ouais. OK. Alors une journée, Chloé, chez toi, une journée type, ça ressemble à quoi? Pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est un doctorat. Alors ton doctorat évidemment, parce qu'ils sont tous très différents, Oui. mais toi, une journée type, c'est quoi? Est-ce qu'il y a déjà une journée type? Pas trop. Mais c'est vrai que mon quotidien n'est pas, très très chamboulé. Donc moi, le doctorat que je fais, donc je suis, chercheuse sur une bourse. Donc c'est-à-dire que je ne collabore pas avec une entreprise ou je n'ai pas à rendre de compte pour un certain projet. C'est Du ça. coup, je travaille fort sur mon propre projet. Du coup, une journée type, bah, déjà je me lève et je vais à l'université. Donc j'ai cette chance de pouvoir aller à pied à l'université, c'est vraiment un confort de vie incroyable. Tu travailles à l'université de Mons, hein, c'est À ça? l'université de Ouais. Mons et du coup, bah, je me rends à l'université et en fait, principalement, je travaille sur mon ordinateur. Mmh. Donc ce qui est un peu surprenant quand on parle d'ingénieur électricien, on a l'impression que, bah, je pourrais travailler avec des machines. C'est le cas aussi, mais principalement, mes travaux, ça concerne, du coup, j'ai dit l'intelligence artificielle. Ça se fait par du code et du coup, principalement, je code durant la journée. Donc Des codes informatiques? c'est ça, Ouais, ouais, ouais. informatique, c'est mon passé. Ce qui pourrait être un peu ennuyeux si je ne faisais que ça ou très monotone. Mais, heureusement, en tant que doctorante, je donne aussi des laboratoires et c'est vraiment une partie, du travail qui me passionne. Parce que du coup, je l'ai dit, j'ai un promoteur de thèse et du coup, beh, lui, il donne des cours et en tant que doctorant, notre rôle, c'est du coup de donner ces laboratoires. Donc tu l'aides, dans cet âge d'enseignement, c'est C'est ça? ça. Ouais, Du coup, moi, je ne donne pas les cours théoriques, moi, je donne les séances d'exercice ouais. ou les séances de labo et donc là, par exemple, on va travailler avec des grosses machines, on va caractériser donc des moteurs ou des génératrices, donc typiquement ce que vous retrouvez dans une centrale, mais à plus petite échelle Mmh. et on apprend du coup aux futurs ingénieurs, électriciens également, bah, comment on peut caractériser une machine ou ici le dernier laboratoire que j'ai donné, c'était sur un transformateur, donc ce qui peut permettre d'adapter le niveau de tension, heu, sur un réseau. C'est ça. Qu'est-ce qui fait le matin que tu te lèves pour aller coder? Tu disais ça pourrait être un peu monotone, mais qu'est-ce qui fait justement, si tu as des journées où tu codes beaucoup que, Mmh. bah, que tu y retournes? Alors, ça dépend vraiment des périodes. Le doctorat, c'est vraiment en dents de scie pour moi. Il y a des matins où je suis, en plein dans une période intense, ce qui est un peu le cas ici parce que, par exemple, bah, j'ai des résultats et donc j'ai envie, de les écrire, j'ai envie de pouvoir les publier. Du coup, là, j'ai beaucoup de travail et donc effectivement, là, ça me motive. Il y a d'autres périodes où, bah, voilà, on cherche, on tâtonne, ça fonctionne pas comme on voudrait, on n'arrive pas à ce qu'on pensait et tout et là, c'est un peu là, on va un peu plus entrer dans des pieds, et en fait, c'est tout le temps comme ça. En fait, en tout cas, c'est comme ça pour moi. Je pense que ça touche quand même pas mal de doctorants et de chercheurs. Mmh. On a vraiment des périodes, de grande production et des périodes, toutes plates et du coup, ouais, ça oscille un peu entre les 2. Et C'est puis, ça, comme je disais, quand j'ai laboratoire, là, par contre, bah, il faut être là parce que les étudiants sont là, donc c'est moi le prof maintenant. c'est ça. Tu es Donc de l'autre côté de la barrière. oui, enfin, Mais l'assistante, du coup. ouais, ouais, mais c'est ton projet, c'est-à-dire c'est toi qui le mènes, tu as un superviseur, on a compris, ton promoteur, C'est ça. il te guide, il t'aide, Mmh. mais c'est toi qui gères ton projet et comment C'est ça. tu fais ta recherche et comment tu décides de ce que tu vas faire le lendemain. C'est C'est bien ça. ça? Oui, du coup, je suis encadrée par mon promoteur. Il a exactement et également un chercheur, qui travaille aussi et qui est un peu plus expert, dans le domaine du point de vue technique. Du coup, mon promoteur, bah, lui, c'est l'expert du domaine qui me guide, qui me donne un peu les idées, qui, bah, valide mes pistes ou non. Mais, oui, moi, je travaille, du coup, en autonomie et on se fait une réunion avec, du coup, ce petit comité de personnes, Ouais. parfois avec d'autres doctorants quand on travaille, parce qu'on est plusieurs à faire de l'intelligence artificielle. Et et on se fait une petite réunion. Ici, maintenant, c'est de l'ordre de tous les mois. Avant, c'est quand même au début du doctorat, on le fait de manière un peu plus régulière parce que enfin, c'est quand même fou de se dire que, oui, on travaille tout seul sur un projet pendant des semaines et parfois, on ne sait pas où on va. Du coup, quand on commence le doctorat, on a plus de réunions
Mais c'est vrai que maintenant, je suis en 3e année, donc je sais où je vais Ça roule. et oui, voilà, je sais ce que je dois faire. Donc parfois, oui, je les vois tous les mois ou alors quand j'ai besoin, évidemment, je leur demande, conseil, ils sont toujours dispo. Ouais. Voilà. Alors en préparation de l'émission, hein, on avait parlé un petit peu de ton parcours même avant, l'université, avant, ton adolescence et tu as pu mettre un petit point de départ sur ton parcours. C'est un beau cadeau que tu as reçu quand tu avais 10 ans. Alors je suis sûr qu'on va le décrire et il y a plein de gens qui vont dire: «Ah mais moi aussi je l'avais». Oui, Tu as reçu un petit camion oui. avec pas mal de DVD dedans. Oui. Ouais, du coup, c'est le camion C'est pas sorcier. Voilà. Du coup, oui, ça, c'est, une chance que j'ai, vraiment dans ma vie, c'est que, mes parents m'encouragent beaucoup et en fait, dès l'enfance, ils ont vu que j'étais, très intéressée, par, beaucoup de sujets et bon, après, c'est mes parents sont instituteurs de formation tous les 2, donc ils sont très, dans la pédagogie Ouais. et donc c'est vrai que si je voulais regarder la télé, c'était OK, mais d'abord un C'est pas sorcier et heu et du coup, on s'y fait, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de sujets, qui m'ont intéressée et c'est quelque chose que mes parents ont fait, un peu tout le long de mon enfance puis de mon adolescence, c'est d'éveiller ma curiosité à certains domaines. Ouais. Je pense qu'ils l'ont senti au bout d'un moment que, j'aimais bien les maths, j'avais pas de soucis en maths et par exemple, ils m'offraient beaucoup de jeux de construction. J'ai même eu des petites voitures avec des panneaux solaires dessus et je les suivais avec des lampes pour les faire avancer. Et je me dis: «J'ai vraiment une chance d'être stimulée comme ça par mes parents au quotidien», même s'ils ne sont pas forcément du milieu d'ingénieurs. Parce qu'on pourrait se dire: «Bah, voilà, les ingénieurs, c'est de père en fils, c'est un milieu Ah, fermé». parfois cette image-là, ouais, de moi je Ouais, connais pas mal de gens, qui sont ingénieurs et leur père est ingénieur et parfois le grand-père est c'est ingénieur ça, hein. et Ouais. on peut avoir cette image, mais tes parents donc étaient, de toute Ouais, ouais. façon, instituteurs, institutrices. C'est ça, ils sont instituteurs mais en fait, c'est une chance du coup que mes parents m'aient ouvert à ce domaine-ci. Mais je pense que oui et j'en ai croisé plusieurs aussi dans mon parcours, des ingénieurs de père en fils. Après je pense que c'est normal, on transmet sa passion, à ses enfants. Ouais. Mais du coup, oui, ça a été aussi accessible pour moi et oui, mes parents m'ont toujours, vraiment soutenue dans ce sens-là et je trouve ça vraiment, j'en suis reconnaissante parce qu'ils ici, en ce moment, je trouve que parfois, on est un peu biaisé avec les enfants. Parfois, voilà, on a une petite fille, on va lui offrir, que des jouets très, très genrés, très, parfois fermés à la science, quoi. Girly quoi, C'est ça, ouais. mais j'ai eu de tout et je trouve ça très chouette, du point de vue de mes parents, c'est qu'ils m'ont ouvert à la science et puis ensuite en secondaire, j'ai été aussi, je trouve, bien accompagnée par mes professeurs. Du coup, j'étais à l'Athénée de Dour, qui est en fait une petite école de nouveau. Enfin, déjà en primaire, j'étais dans une toute petite école, de village, on était 3 dans mon année et puis en secondaire, j'étais, de nouveau dans une petite école à l'Athénée de Dour et pareil, c'est pas une école où on pourrait dire, élitiste ou je ne sais quoi. Et les profs étaient vraiment très bien, très bienveillants, ils étaient à l'écoute. Ma prof de maths de 5-6 m'a bien préparée à l'examen d'entrée. On en rigole, parfois avec mon compagnon qui était, avec moi en réto et il me Mmh. disait: «Mais les examens de maths, ils étaient tellement durs, c'était des examens d'entrée de Polytech», et lui, il me disait que ça ne lui allait pas trop. Mais du C'est coup, pas les maths, c'est peut-être pas sa tasse de thé autant non, que toi? c'était pas son truc, Ouais. mais moi, du coup, ça m'a vraiment bien préparée Ouais. et du coup, ouais, j'ai été bien accompagnée. Donc, tu le dis, hein, tu as été encouragé, par tes parents, par des profs, et puis par, la meilleure équipe, hein, Fred, Jamy, Sabine, la petite voix, Marcel, hein, qu'on Exactement. salue d'ailleurs, ils aiment bien, ce qu'on fait aussi et heu, moi aussi ça enfin, C'est pas sorcier, ça a été une émission qui est, multigénérationnelle. Je pense qu'il y a eu plein, plein, plein de gens qui, se sont lancés, si pas vers les sciences, en tout cas, ont eu de la curiosité par rapport à ça. Et ce que tu as dit, c'était intéressant. Tu as dit, oui, parfois les ingénieurs, c'est de père en fils et cetera. On n'a pas beaucoup cité de filles, en Mmh mh. fait, dans les métiers de l'ingénieur. Tu me disais, quand on s'est vu pour préparer l'émission, sur 20 personnes, vous étiez 2 filles. Mmh. C'est ça. Au niveau bachelier, au niveau master, ça se passe comment? Ça, c'était dans ma classe de master. Ouais. Du coup, au début en bachelier, je pense qu'on a commencé, je sais plus, on était plus d'une centaine et puis du coup, on est répartis dans les options. Donc comme on l'a dit, moi j'ai choisi électricité et du coup là, on était une classe de plus ou moins 20 personnes à avoir pris électricité et donc sur 20, on était 2 filles OK. et je pense que la Polytech, quand j'ai commencé, on avait 20 de filles. Je pen Ici donc c'est pas le cas dans ma classe, mais je pense qu'en général, on avait 20 de filles quand j'ai commencé et puis en fonction des options, il y a plus souvent moins de filles qui choisissent et du coup, ouais, en électricité, on était, que 2 sur 20. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que vous en parlez entre vous, Mmh mh. heu, hommes et femmes, hein, je veux dire dans la classe? Est-ce que tu as une idée de pourquoi il y avait, 10 de filles seulement qui s'intéressent à ce qui toi t'intéresse?
Bah, du coup, oui, on en parle et je pense que moi, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup, Ouais. l'accès, bah, des jeunes filles, aux sciences et aux sciences de l'ingénieur. Bah, pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Déjà, bah, les jeunes filles, elles ont eu accès plus tard et à ce genre, de faculté. Enfin, parfois je donne un exemple qui est dingue, mais en fait, en France, pour s'inscrire au concours de l'École polytechnique, ça n'était possible aux femmes qu'en 1972. Et oui, donc c'est pas au XVIIIe siècle, C'est ça, il y a pas si longtemps que ça, c'est en ça. fait. Donc Mais historiquement, il y a beaucoup moins de femmes, évidemment, voilà. puisqu'elles pouvaient Mais pas en s'inscrire. Belgique en C'est Belgique, ça? En c'était quand même plus France? tôt. Ouais. En Belgique, les premières femmes qui sont sorties de Polytechnique, c'était 1918. Du coup, c'était, juste après la guerre, parce que je pense qu'on s'est rendu compte avec la guerre que les femmes étaient aussi très compétentes dans les Bien sûr! métiers, de base réputés pour des hommes. En fait, simplement, bah, c'est historiquement, c'est des métiers, oui, on pense pour les hommes, au Ouais. final, parce que d'abord, il n'y avait que des hommes qui travaillaient dans ce milieu et puis, bah, ça a petit à petit évolué. Mais même dans les mœurs de la société, en fait, c'est encore très ancré d'avoir des métiers genrés, je pense. Mmh. Et bah, maintenant on essaye de renverser cela et je trouve que ça se met en marche et je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Mais comme je le disais, dès le début, bah, les enfants, on leur offre pas toujours, des objets scientifiques aux jeunes Ouais. filles. En fait, on va offrir, un camion à un garçon, une poupée à une petite fille. Est-ce qu'une jeune fille a autant de chances qu'un petit garçon de recevoir des jeux scientifiques? Je suis pas sûre et puis même au cours de la vie, les filles, ça va aller très vite. On va leur dire: «Non mais les maths, c'est plus un truc de garçon». On l'entend pas tel quel, mais je pense que certaines personnes, le ressentent encore. Ouais. Donc moi, c'est vraiment un truc où c'est personne n'est nul en maths. Si vous êtes passionné, si vous avez envie de faire des sciences, des maths, si ça vous intéresse, foncez et essayez et si ça marche pas, bah, vous aurez essayé et mais c'est plus quelque chose qui doit nous arrêter maintenant. Je pense qu'avant, la transition, quand on était une femme dans un auditoire de 100 hommes, je comprends qu'on ait pas envie d'aller, mais maintenant, la transition se fait. Donc comme je le disais, moi, je pense qu'on est rentré à 20 de filles. Bah, on est un peu solidaires entre nous. Donc maintenant, Mmh. j'ai un groupe de copines, de ma promotion, on se voit encore, d'ailleurs, c'est vraiment un groupe très soudé parce qu'on s'est soutenues dans nos études. Dès qu'une de nous avait un problème, on était toutes là, pour encourager l'autre. Du coup, c'est une transition qui est en train de se faire, mais effectivement, avant, c'était des études pensées pour les garçons. Donc c'est mieux, mais on n'y est pas encore, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense qu'on n'y est pas encore. Comme je l'ai dit, on a encore que 20. Ouais. Mais par contre, je trouve que dans ma génération, les mentalités changent. Donc moi, par exemple, j'ai fait des études d'ingénieur et je n'ai jamais pensé, «Ah, je suis une femme». Oui, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que alors tu l'as pas pensé, d'accord, mais est-ce que d'autres te l'ont dit ou te l'ont fait sentir à un moment donné? Ça peut être des profs ou des gens de ton âge ou même la famille peut-être, ou des amis qui auraient pu, avoir des remarques un peu déplacées? Du coup, dans ma génération, non, Mmh. parce que je trouve qu'il y a une certaine forme de respect déjà entre les étudiants et que ce soit avec, des garçons ou avec des filles. Déjà, de nouveau, ça va être cliché, mais en fait, les filles, on est, je pense, plus travailleuses parfois. Donc moi, par exemple, dans ma classe, c'est ma personnalité, je suis travailleuse. Du coup, bah, les garçons, s'ils voulaient mes notes, entre guillemets, ils allaient pas me dire, «Ah, tu es moins douée que nous, tu une fille». C'est peut-être un cliché, mais les statistiques montrent que les résultats scolaires, en tout cas, sont meilleurs globalement Mmh. dans tous les domaines chez les femmes Mmh. comparés aux hommes. Donc c'est un peu plus qu'un cliché. Vous êtes Oui. plus scolaire, on peut le dire, c'est les chiffres qui montrent ça. Oui, c'est ça, mais et je pense que c'est aussi une force et donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant que tous les types de métiers deviennent de plus en plus mixtes parce qu'on apporte des choses différentes. Parce que je pense que chacun a des qualités en fonction de son genre ou même de sa personnalité. Et là où les garçons auront des certaines qualités, bah, moi, c'est vrai, je sortais du cours, bah, mes notes étaient nickel et il y avait aucun souci de les partager. On était un peu une équipe, avec ma petite classe et donc voilà, donc non, j'avais pas ce ressenti par rapport à des garçons de ma génération et pareil niveau professeur, donc si je parlais de mon promoteur de thèse, mais aussi de tous les professeurs de mon laboratoire. Jamais, en fait, ils ont fait une remarque sur le fait qu'on était une femme ou même une petite blague ou quoi, vraiment, Ouais. jamais et du coup, c'est ça que je trouvais extrêmement bienveillant et une autre chose qui est aussi extrêmement positive, c'est que donc moi, je suis arrivée à la fac en 2018 et j'ai été accueillie pour la première journée, par une doyenne et une vice-doyenne. Du coup, c'était un duo, de direction, complètement féminin et du coup, je trouve que ça donne déjà une super image quand on arrive, voilà, d'avoir 2 femmes qui sont professeurs, qui sont ingénieures pour nous accueillir, c'était vraiment bien. Donc non, après je pense que chacun a son parcours. Je peux pas parler pour les autres universités, mais en tout cas, pour la Polytech à Mons, c'était très bienveillant. Bon, il y a toujours une ou 2 pommes pourries dans le panier, hein. Il y a toujours un ou 2 profs qui fera mais c'était pas des profs, proches de mon parcours, mais bon, oui, il y aura toujours des profs un peu avec des clichés encore, dans leur tête ou quoi, mais
Ça va changer. La nouvelle génération est là pour que ça change, c'est ça? Quand tu parles de ton parcours, on a l'impression, je vais peut-être te gêner en disant ça, mais c'est pas grave, de quelqu'un de brillant, voilà, qui a toujours été brillant, qui s'est toujours intéressé, qui a toujours plein de curiosité. J'ai envie de te demander, heu, mais qu'est-ce qu'on voit pas quand on regarde ton parcours de l'extérieur comme moi et comme les gens qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit pas de l'extérieur sur ton parcours? Est-ce qu'il y a des petits coins d'ombre un peu plus touchy? Mmh mh. Déjà, c'est très gentil, mais c'est vrai que j'aime pas trop qu'on dise, oui, que je suis brillante, quoi. Du coup, moi, je me considère très douée dans mon domaine. Mmh. Enfin, très douée, de nouveau, c'est un peu présomptueux, mais je sais que je suis douée en maths et que, voilà, l'intelligence artificielle, l'énergie, c'est mon domaine. Mais j'ai aussi, beaucoup de parts où je ne suis pas forcément très douée, déjà. Donc, par exemple, bon, ce n'est pas catastrophique, mais j'ai pas une très bonne orthographe, parfois. OK. Enfin, je fais pas des fautes à tous les mots, mais par exemple, ça me stresse, parfois il y a des mots, je sais plus comment on les écrit, donc enfin, c'est vraiment, je suis douée dans mon domaine, mais je suis sûre que beaucoup de gens sont bien plus doués que moi dans d'autres. Et c'est pas pour les zones d'ombre, du coup, moi, tu l'as dit, moi, j'étais un peu un cliché de, la personne, voilà, qui a des bonnes notes, qui travaille beaucoup, tout ça. Du coup, ça te donne quand même beaucoup de stress au final. Ouais. Et pourquoi ce stress? Parce qu'au final, je réussissais bien. Je pense que c'est, des envies de pas décevoir et du coup, déjà me décevoir moi-même. Du coup, je m'étais fixé des objectifs, je voulais les atteindre. Ensuite, je voulais pas décevoir mes professeurs, mes parents et du coup, parfois ça peut amener un peu, de stress, hein. Moi, je suis un peu, le cliché, mon premier blocus, j'ai vraiment pleuré, certaines soirées, de stress, de quantité de travail, qui me semblait inimaginable. Là où Et certaines tes personnes, examens, ils sont passés comment du coup, et mes examens sont bien passés. Du OK. coup, parfois mon compagnon me le dit, il me dit: «Ah mais tu es encore stressée, tu as pleuré et tout, alors que tu as encore eu des super points» et je suis là: «Oui, c'est parfois peut-être un manque de confiance ou une peur, Ouais. ouais, de décevoir». Alors qu'au final, tout se passe très bien et maintenant enfin, au fil de mes études, je l'ai pris avec du recul. Il faut savoir que du coup, quand on rentre à l'UNIF, les premiers blocus sont difficiles. Mmh. C'est la première fois, en fait, qu'on se retrouve, pendant 2 semaines face à soi-même, à une quantité de cours, dingue à gérer et du coup, les premiers blocus, j'étais très stressée et puis je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'avais des beaux points, maintenant il faut un peu relâcher la bride et puis pour mon master, ça se passait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que mon 1er blocus, mon père m'a dit: «Ça va pas se passer comme ça pendant 5 ans, hein». Ils Donc t'ont soutenu, tes parents encore, à ce ouais, moment-là? Ouais. énormément. C'était un peu, j'étais en blocus, tout le monde était en blocus. Genre Ah oui, donc toute la famille vivait à ton rythme, c'est ça? oui, ma maman, s'occupait, faisait bien attention. Parfois, elle allait me faire des photocopies, parfois, elle allait m'imprimer des trucs en catastrophe ou on mangeait aussi un peu à mon rythme ou ils mettaient pas la télé parfois quand j'étais vraiment, trop à la bourre. Donc oui, après je me suis un peu calmée et oui, quand mon papa m'a dit: «Ça va durer combien de temps ça?» et finalement 4 ans de plus du coup. Mais bon, là ça va, je les embête plus trop avec des blocus. Ici en doctorat, tu as encore des examens à passer, non? Tu Non, du coup, ici, je n'ai plus d'examen. Ici, ce sont juste je dois faire des formations, mais Mmh. je n'ai pas, de grosses sessions de blocus, comme je pouvais C'est ça. avoir. Mais Est-ce que tu te sens un peu plus cool, un peu libéré de cette pression des examens? Ou est-ce que tu as pris cette pression et tu la mets, par exemple sur la défense de la thèse ou oui, sur ton projet, ça se passe comment? oui, je pense que cette pression, dans le monde académique, elle nous suit quand même. Donc, ici, Ouais. donc j'aurai ma défense à la fin de mes 4 ans. Si pas, ponctuellement, donc tous les ans, on a un peu une petite, défense devant notre, petit comité de suivi qui, eux, vérifient chaque année, que la thèse peut bien se poursuivre, que le doctorant, travaille effectivement. Du coup, déjà ça, parfois c'était un peu stressant et puis je pense que c'est aussi le stress, des publications. Donc c'est quelque chose qu'on a dans le monde de la recherche, c'est que quand on découvre des choses, on écrit des articles Mmh. que l'on va soit présenter dans des conférences, soit publier dans des journaux et du coup là aussi, c'est un peu le stress de: «Ah vite, vite, c'est une deadline, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit accepté». Du coup, oui, c'est aussi un stress qui est décalé. Après je pense avec la maturité, on apprend un peu à un peu plus gérer ça, je pense. Mais oui, il y en aura toujours. OK. On va explorer d'autres parties de ton parcours et je te propose de te donner des alors c'est pas une interro, ne stresse pas, mais j'ai ici préparé quelques phrases avec des trous dans la phrase OK, et je te laisse les compléter. oui. D'accord? Heu, Ce que mon parcours m'a apporté, c'est Ouf. C'est, du courage, je pense. C'est quelque chose que je me disais parfois, quand, je disais en blocus ou quand on a des choses compliquées à faire, je me disais: «Bon allez, courage, tu vas le faire, ouais. tu
tu te bouges et tu le fais. Et ici, pareil, parfois dans la thèse, je le disais, il y a des périodes plates, il y a des périodes où ça ne va pas, il y a des périodes où des expériences ne vont pas du tout. Ouais. Je pense que dans d'autres domaines de recherche, c'est encore pire. Et donc, ouais, il faut se dire: «Bah, allez, courage, ça va aller, on continue». Donc ouais, du courage. Tu te sens plus courageuse maintenant, Ouais, je plus armée? pense. Ouais, Bah, dans le domaine, du coup, de mon parcours pro, ouais, je pense. ouais. Alors la suite de la phrase, c'est: «Ce que mon parcours m'a coûté, c'est». Mmh. Moi, il m'a pas coûté enfin, qu'est-ce que mon parcours m'a coûté? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire attention à avoir un équilibre, en fait, dans ma vie. Enfin, on en parlera peut-être après, mais j'ai conservé mon sport, j'ai conservé mes relations avec ma famille. Du coup, ce que mon parcours m'a coûté, bah, des soirées de blocus, hein, du coup, hein. Des Parfois des sorties, oui, où là, il fallait se dire: «Bon allez, là, c'est le moment, il faut travailler, il faut le faire pour mon avenir pro». Et donc Ouais, sûrement peut-être des moments ou des soirées ou oui, de nouvel an, du coup, hein. Et pendant le blocus, évidemment, c'est ça, parce que les examens viennent juste après, donc c'est ça, c'était pas la fête à Nouvel An, c'était plutôt, l'étude. c'est ça. Ouais. Mais à côté de ça, ça m'a apporté, énormément de choses aussi. Donc je le vois pas dans cette optique-là, ce que mon parcours m'a coûté. Donc si on regarde, comme on fait parfois pour un business, le rapport entre le coût et ce que ça t'a apporté, Mmh. tu refais le même parcours si je comprends bien? Oui, vraiment, Ouais. ouais. Ici, le doctorat, parfois, c'est beaucoup rempli de doutes, mais en tout cas, tout ce qui est mes 5 ans, d'ingénieur, ça, je les regrette pas du tout parce que, bah, déjà, je pense que c'est ce qui me correspondait. Et beh, ensuite, comme je disais, je suis ressortie avec, bah, beaucoup d'amis de la fac, je suis ressortie avec une proposition de doctorat. Donc je pense que j'ai eu de la chance d'être dans un parcours qui me correspondait et Ouais. d'être dans une université et dans une fac qui me correspondait bien aussi. OK, phrase suivante si tu veux bien. Ah, ce que je n'ose presque jamais dire sur la recherche, c'est. Mmh. Ce que je n'ose presque jamais dire. Je pense que je suis quand même assez transparente de ma vie, donc quand il faut se plaindre, je me plains, quand même beaucoup. Je dis beaucoup cette phrase à mon compagnon, «Non mais je vais me plaindre, mais je vais le faire, ça va». Mais Donc ce tu que te plains je d'abord et puis tu ouais. as le courage dont tu parlais et tu le fais, c'est ça? Mmh. Ouais. Oui. Hem, ouais, je pense, c'est que le temps que ça peut nous prendre, c'est, comment? La marche que ça peut prendre parfois sur ma vie, mais bon, du coup, je l'ai aussi dit Ouais. directement ici. C'est que, bah, ici, il y a 2 jours, j'ai travaillé jusqu'à 2-3 heures du mat parce que, j'étais en plein dans quelque chose et ça j'avais envie que ce soit fini et donc je travaillais toute la nuit et du coup, bah, le Et c'est lendemain fréquent ça? moi, ça m'arrive, mais je pense que ça dépend de chacun. Parce que moi, de nouveau, j'ai la chance d'être assez flexible dans mes heures. Donc, au laboratoire, on me demande pas d'être présente de 8 à 16. Du coup, bah, par exemple, bah, ce jour-là, j'ai travaillé très tard et donc je suis arrivée plus tard. Donc, parfois, on se moque un peu de moi, j'arrive comme une fleur à 10h30 au travail, alors que c'est vraiment exceptionnel, je pense. Et mais voilà, à côté de ça, bah, parfois, je fais des grosses soirées et tout. Ouais, Donc, ouais, ce que je dis peut-être pas trop souvent, c'est que j'ai un rythme un peu chaotique parfois. c'est ça. Mais la recherche te permet d'avoir cette, flexibilité Cette peut-être, flexibilité, ce bien rythme-là. sûr. Tu aurais, a priori envie de continuer, dans le domaine? Mais je pense que c'est un domaine qui est assez complexe Mmh. à rester dedans. Donc, si c'était, possible, oui, j'aimerais bien, je pense. Déjà parce que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est aussi la partie, communication et enseignement. Donc que ce soit, bah, voilà, donner ici des laboratoires ou même parfois, j'ai eu l'occasion d'aller donner, des petits séminaires ou, expliquer comme je viens de le faire ici au début, expliquer un peu, bah, voilà, la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, donc les productions, le renouvelable, tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui me passionne et je trouve que c'est hyper important de pouvoir le communiquer, en fait, aux gens parce qu'en fait, bah, c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais tout le Ouais, monde n'a pas le temps ouais. de s'intéresser à ça et donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse Mais beaucoup. tout le monde peut pas faire une thèse, dessus, Bah, non, c'est c'est ça sûr donc et je pense que c'est notre rôle, en fait, de l'expliquer et comme tu le disais tantôt, de le vulgariser, en fait et ouais, d'expliquer, en fait, aux gens ce qui se passe. Évidemment, quand on a toujours vu un beau champ au fond de chez soi et puis là, on voit une éolienne, dans son champ, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Et du coup, bah, si on explique un peu plus aussi ce qui se passe, les enjeux, je pense que, voilà, ça des problèmes qui nous concernent tous et bah, pour le reste de la recherche, ça, je pense qu'on verra avec les possibilités, parce qu'on disait, il faut avoir du financement, il faut avoir une place. Du coup, bah, c'est assez compliqué de rester dans le milieu académique. mmh, Mais du coup, si ça se présentait, je pense que j'aimerais bien, oui. c'est ça.
Alors, on va revenir un peu sur le détail de ce que tu fais, si tu veux bien. Donc, tu as parlé, voilà, des réseaux de neurones, de l'intelligence artificielle, des réseaux électriques aussi. Hem, j'ai envie qu'on rêve un petit peu avec toi. Si tout se passait bien, si ta recherche se passe bien, si la recherche de tes collègues se passe bien, dans 20 ans, notre réseau électrique, il ressemble à quoi? Ouf. Hem, Moi, je pense que déjà, il faut un peu de tout. Il faut un mix avec différentes technologies, de nouveau, pour rester sûr et stable. Parce que on se doute bien, si je répondais: «Ah ben, on va mettre que des énergies renouvelables», mais le jour où il y aurait pas de vent, pas de soleil, ben, il n'y aurait juste Il pas y a pas d'électricité. d'électricité, ouais, ouais, Sauf du coup, si on a des systèmes de stockage, évidemment. ouais, Après, je pense que c'est des discussions parfois un peu politiques et propres à chacun. Parce que, bah, par exemple, en Belgique, on a eu le gros débat du nucléaire. ouais, Si on regarde, par exemple, sur les cartes de production électrique, mais en fait, la France produit très peu de CO2 pour, son mix électrique parce qu'ils ont énormément de nucléaire. c'est ça. Là où, bah, par exemple, l'Allemagne qui a du charbon, est bien plus émetteur que eux ou même que nous. L'Allemagne qui a fait un choix sur le nucléaire de diminution, voire d'abandon C'est du ça, nucléaire, hein. c'est ça, Ouais, et ouais. retourner vers du charbon. Nous, ici, on est un peu plus retourné vers du gaz. Mmh. On a quand même décidé ici de prolonger. On il nous reste plus que 2 réacteurs nucléaires sur, les 7 de base. Mais du coup, pour moi, bah, pour moi, le nucléaire, était, quand même une bonne solution. Est-ce qu'on pourrait pousser la recherche pour, les plus petits réacteurs ou non? Ça aussi, ça fait débat. Mmh. Mais pour moi, il y aura en tout cas une grande proportion de renouvelables avec de plus en plus, bah, de flexibilité. C'est ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir, pallier le défaut du renouvelable qui est son intermittence, c'est d'avoir de plus en plus de flexibilité. Donc on en a une très chouette qui est la centrale ACO, qui est une centrale de pompage-turbinage. Donc, Ouais. on stocke de manière gravitaire dans l'eau en fait cette énergie. On a des parcs de batterie qui se développent, c'est magique, et du coup, pour moi, ce serait ça, ce serait un mix avec beaucoup de renouvelables, beaucoup de flexibilité. Flexibilité aussi de notre côté, où, bah, par exemple, les véhicules électriques, on se rend compte que si on branche tous notre véhicule électrique, à 18 h quand on rentre du travail, ça va un petit peu, surmener le réseau. Donc aussi avoir des solutions de ce sens-là. Mmh. Et oui, ensuite, il nous faut, pour moi, des productions stables et fiables. Si jamais, là, il n'y a pas de production renouvelable, mais il nous faut soit du gaz qui, malheureusement, lui, est très polluant, mais très flexible, Ouais. et je pense aussi quand même du nucléaire qui, bah, a l'avantage de ne pas émettre de CO2, mais a évidemment le défaut, de produire des déchets. Mais, et peut-être du coup continuer la recherche pour traiter ces déchets de plus en plus et donc pouvoir, de mieux en mieux les gérer, sur notre sol belge, et heu et voilà. Donc pour moi, la réponse ce serait un mix de tout et continuer la recherche vers la flexibilité et le nucléaire. Alors tu dis pour l'utilisateur, il faut aussi accepter d'être peut-être un peu plus flexible, de pas rentrer, recharger sa voiture, tout le monde en même temps à 18 h. Mais même si on retire l'aspect voiture, les gens, bon, bah, vont avoir tendance à prendre leur repas du soir à la même heure, à Bien peut-être sûr, faire, tourner les machines à la même heure, il y a quand même des pics, c'est et ça. alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer nos habitudes? Ça veut dire, qu'il faut être conscient de la complexité du réseau? Hem, Changer nos habitudes, pas totalement, parce que on se doute bien que les gens ne vont pas changer au détriment de leur confort. Comme Mmh. tu le dis, les gens ne vont pas arrêter de manger entre 18 et 20 h, pour faire plaisir au réseau. Mais je pense que sensibiliser les gens, et je pense que c'est des choses qui se font de plus en plus avec des tarifs dynamiques maintenant. Ouais. Sensibiliser les gens, en plus, il y a de plus en plus de télétravail pour ceux qui ont l'opportunité de le faire. Bah, voilà, ici maintenant, c'est ce qu'on peut faire, mettre en route une machine, au milieu de la journée. Si on doit tout faire tourner une machine à laver, un lave-vaisselle, c'est des choses qui peuvent être possibles, et si en fait les prix de l'électricité suivent la réalité de ce qui se passe, donc bah, suivent par exemple la courbe du soleil pour les panneaux solaires. Mmh. Ce qui est le plus facile à comprendre, c'est qu'il y a du soleil au milieu de la journée, c'est bien de consommer pendant qu'il y a cette production des panneaux solaires. Je pense que les gens qui ont des panneaux solaires, du coup, le voient peut-être de plus en plus s'ils Mmh. veulent consommer leur propre électricité. C'est ça. Du coup, je pense qu'il faut essayer d'inciter les gens, soit avec des indicateurs économiques, avec des nouveaux tarifs, soit, bah, les personnes Donc qui le ont des le panneaux solaires. prix de l'électricité serait pas le même selon le moment de la journée, c'est ça? Ça, en fait, jusqu'à présent, on avait le bi-horaire, Ouais. donc on avait le tarif de jour, tarif de nuit. Bah, ça, c'était avant, on avait des centrales nucléaires, donc qui produisaient juste, à pleine puissance tout le temps. Mmh. Maintenant, ce type de tarification n'est plus adapté à la réalité, de maintenant avec toutes les énergies renouvelables. Du coup, oui, mais ça, c'est des études, qui sont déjà en cours, et des discussions, d'avoir des tarifs un peu plus adaptés, et justement pour, bah, «récompenser» entre guillemets les personnes qui veulent contribuer à ça, qui vont faire l'effort de mettre une machine
peut-être en journée, parce que comme tu l'as dit, il y a un énorme pic de consommation qui se fait à 18h. Ouais. Et mais ça, on comprend, les gens rentrent du travail, mais du coup, bah, pour le réseau, c'est pas facile non plus. Ouais. Et toi, avec l'intelligence artificielle, il y a une vraie, possibilité d'aide par rapport à ça, pour que les gens puissent un peu plus continuer, peut-être d'avoir du confort, mais, un réseau électrique qui peut s'adapter? L'intelligence artificielle, oui, je pense que ça va être un plein moteur de ce changement. Il y a déjà de plus en plus d'appareils qui vont Mmh. être présents. Bon, je sais que du coup, ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de personnes, mais il y a les compteurs communicants Ouais. aussi qui permettent d'avoir, bah, plus de données qui vont pouvoir, rentrer et sortir. Donc pas du tout qu'on veuille aller voir ce que font les gens, mais déjà rien que d'avoir ces données, de pouvoir ensuite C'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, bah, oui, mais ouais. je comprends, c'est un gros changement, il y a des données qui vont sortir et mais ces données, c'est vraiment de nouveau pour qu'on puisse les utiliser dans de nouveaux outils et pour pouvoir, bah, voilà, adapter ce changement et donc oui, je pense que l'intelligence artificielle, ça va prendre un gros pas. On le voit maintenant, on a de plus en plus d'applications. Par Mmh. exemple, on a de plus en plus d'appareils connectés. Ça, c'est vraiment, bah, c'est des gros changements qu'on voit maintenant. Maintenant, on va bientôt pouvoir, lancer des appareils à distance et même, bah, quand on voit les personnes qui ont des véhicules électriques, qui peuvent contrôler la charge de leur véhicule électrique, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Alors on va quitter un petit peu, justement ce monde de l'électricité, quoique. Tu me disais tout à l'heure, bah, tu as su garder un équilibre dans ta vie. Mmh mh. Tu continues à voir tes amis, ta famille et tu as aussi une passion sportive. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, du coup, je pratique le basket Ouais? depuis que j'ai, 10 ans. Donc ça, c'est aussi, quelque chose, bah, auquel, mes parents ont été attentifs. Ils ont vu que j'étais, bah, très jeune, que j'étais, apte pour le sport et que j'aimais beaucoup ça et du coup, c'est eux qui m'ont inscrit dans différents clubs et j'ai vraiment accroché au basket et du coup, je pratique le basket, du coup, 2 fois semaine, des entraînements et le week-end, j'ai un match. Donc je fais ça dans la région, dans laquelle je vis, dans un club. Et tu arrives à faire ça en travaillant jusqu'à 2 heures du matin Ça non. sur tes réseaux de neurones? Ouais, ça non, du coup, les jours-là, c'est pas possible. Mais, du coup, ce qui est bien, c'est que ça offre un cadre à mes journées. C'est que, par exemple, bah, je sais que, bah, voilà, ici, c'était, le lundi et le mercredi, j'ai entraînement, bah, il faut que j'ai terminé mon travail donc, je me laisse pas emporter dans tout ce que je fais. À telle heure, Ouais. je dois avoir mangé, puis je dois partir m'entraîner et ça a été pareil pour mes études parce que, bah, les études, comme on disait, parfois on tombe vite dans des blocus, très durs où on est tout seul dans son bureau. C'est des longues semaines et en fait, le fait d'avoir un basket, bah, ça me permettait de souffler à mon cou et de m'offrir un cadre, de me dire: «Bah, non, là, j'ai match donc voilà, ce sera la pause du samedi après-midi, je vais à mon match, c'est important pour moi, je vois mon équipe qui est, bah, du coup, qui n'est pas dans le même milieu que moi, tout le monde a un métier très différent, Mmh. mais c'est ça qui est chouette, c'est que chacune partage ses expériences et on relativise un peu et puis ensuite, bah, voilà, quand c'est vraiment un sport qui me vide l'esprit personnellement parce que, bah, il faut beaucoup penser, pour y jouer, enfin, penser à ce qu'on fait. Du Ouais. coup, ça me fait beaucoup de bien, ouais. C'est quoi le nom de ton équipe? Du coup, actuellement, je joue à Colfontaine, OK. donc ouais. Et ça se passe comment, Bah, c'est franchement, c'est chouette, mon équipe est vraiment bien. Ouais. Je joue avec, un groupe de filles, on a toutes plus ou moins le même âge et c'est ça qui est chouette, on peut tout un peu discuter de notre job, de ce qui se passe et l'ambiance est vraiment incroyable. Vraiment, c'est un peu cliché, mais voilà, après un match, on boit un verre, on passe du chouette temps. Bah, par exemple, je sais qu'à ma thèse, bah, je vais les inviter parce que Ouais. c'est des voilà, à ma défense, parce que c'est des filles, à qui je parle beaucoup, en fait, de ce que je fais et bah, du coup, j'ai envie qu'elles voient, finalement parce que bon, à chaque fois, elles disent: «Bon, bah, Chloé, c'est l'intello du groupe, on comprend pas trop ce qu'elle fait» et ouais, c'est super sympa et je pense que, ouais, elles seront intéressées de savoir ce que je fais. Ouais, et puis peut-être en regardant l'émission, elles comprendront mieux ce que tu fais aussi, Ah ouais, En tout peut-être. cas, on l'espère et on salue le club de basket de Colfontaine alors. Mmh, oui, voilà. C'est important pour toi, tu l'as dit, l'équilibre entre, ta vie privée, ta vie professionnelle, parce que, bah, la thèse, c'est un projet, personnel et professionnel à la fois. Mmh C'est la suite naturelle de tes études mh. et ça pourrait, prendre tout ton temps. Il y a d'autres choses que tu as mis en place et ou que tu comptes mettre en place pour justement garder cet équilibre, assez sain et bien construit? Mais du coup, c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, ça prend beaucoup de place d'un côté, du coup, mon travail et d'un autre le basket. Parce Ouais. qu'on le disait, le basket, en fait, c'est 3 fois semaine et bah, par exemple, ma famille s'est habituée à ça. Mes parents venaient me voir, tu sais, le week-end à mes matchs et ils le font encore maintenant.
Mon compagnon pareil, enfin il sait qu'en fait 2 soirs semaine, bah, ça perturbe, notre repas à 2 et tout parce que Mmh. je suis à l'entraînement. Mmh. Donc déjà ça en fait, ça me prend beaucoup de temps et à côté, bah, je fais quand même attention. On le sait, le social en fait, ça dérive un peu quand on tombe dans le monde du travail. On a moins le temps, on est fatigué, on n'habite plus tous au même endroit Ouais. et du coup, je pense qu'on fait aussi attention à ça avec, bah, notamment mes copines, avec qui je suis sortie de Polytech. On essaye de se voir. Déjà parfois, enfin on rigole, on dit qu'on a tous des agendas de ministres maintenant. Mais, je pense que c'est des choses intéressantes à mettre en place, de se dire: «Bah, voilà, on continue à avoir des amis qui ont été, qui sont importants pour nous, qui nous font nous sentir bien, à qui on peut se plaindre, à qui on peut raconter nos étapes importantes». Donc je pense que c'est des choses qu'il faut garder, essayer de voir, toutes les semaines ou 2 semaines, 3 semaines, ses amis si on sait et sa famille. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire si tu croisais, la Chloé de 17 ans qui, 17-18 ans qui va s'inscrire? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? De pas trop stresser, que ça va aller. Ouais. De pas être rempli, de stress et de doutes, en fait, on se pose la question, je trouve, quand on rentre en ingénieur, on sait pas, en fait, ce que c'est un ingénieur. On n'a pas d'exemple dans notre vie de tous les jours, je trouve que c'est assez compliqué de se projeter. Moi, en fait, je suis juste rentrée, comme je le disais, parce qu'il y a des enjeux qui me plaisaient, parce que j'étais douée en maths, douée en sciences et donc je trouve que c'était une voie intéressante et donc voilà, je suis allée mais du coup, bah, j'étais assez stressée parce que je savais pas ce que c'était comme métier, est-ce que ça allait me plaire, quel type de métier j'allais Ouais, faire ouais. et Tu du un peu coup signé un chèque en blanc, en fait, en rentrant là, oui, oui, en fait, et on s'en rend compte, hein, pendant plusieurs années, on rencontre parfois des ingénieurs qui donc les professeurs essayent d'organiser ça, d'avoir des témoignages, des petits séminaires Ouais. pour qu'on se rende compte quel est le métier de certaines personnes. En fait, c'est tellement vaste parce que du coup, un ingénieur, en tout cas à la faculté polytechnique de Mons, on peut être ingénieur des mines et donc là, on imagine les personnes qui travaillent dans les carrières, qui font, des études de sol, tout ça. On peut être ingénieur informaticien, Mmh. donc ça n'a rien à voir, qui travaille plus sur des ordinateurs. Mécanicien pour tout ce qui est, bah, de nouveau beaucoup de choses, il y a tout ce qui est l'énergie, la thermique, tout ça. Électricien comme moi ou chimiste et enfin architecte. Donc en fait, c'est extrêmement vaste. Donc déjà, c'est un peu dur de décider son option, de Ouais. décider vers quoi on veut aller et en fait, au final, on se rend compte que beaucoup de choses sont possibles quand on est ingénieur. Parce qu'au final, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va répondre avec une démarche scientifique à un problème. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a défini et je pense que c'est vrai et en fait, on peut le faire de plein de manières différentes. On peut, bah, par exemple, ici, j'ai des copines qui travaillent plus sur des chantiers, dans la construction et bah, là, elles sont, parfois sur le terrain, parfois dans leur bureau, elles ont un rythme assez mixte. Moi, par exemple, je suis beaucoup dans un bureau, Ouais, comme tu disais, sur ordinateur plutôt, ouais. c'est ça, mais à côté de ça, bah, j'aime bien aussi aller, bah, expliquer, faire des présentations. C'est ce qui me correspond aussi et du coup, je pense qu'on peut tous avoir donc il y a beaucoup de types d'ingénieurs et donc je pense qu'on peut tous un peu s'y retrouver et donc ça, avec du recul, c'est un peu rassurant donc je dirais peut-être ça à la Chloé de 17 ans. Alors à l'inverse, à la Chloé de 40, 60, 80 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ouf, j'aurais sûrement envie de leur demander des choses, de leur Ouais? demander, Ouais, qu'est-ce que tu veux leur demander? C'est intéressant bah, alors, aussi. est-ce que c'est passé la carrière académique ou est-ce que non, on a Ouais. dû se réorienter parce que c'était, trop bouché ou il n'y a pas eu de place? Je pense que je demanderais ça C'est un vrai principalement. challenge? Je pense que c'est un challenge, oui, parce que du coup, on le disait, il faut obtenir des financements, il faut, bah, avoir des idées intéressantes, qui convainquent des jurys. Du coup, il faut écrire un projet de recherche, il faut qu'il soit bien noté, qu'il soit accepté. Du coup, bah, les personnes qui veulent rester dans l'académique font cette démarche, mais bah, c'est un peu du flou parce que du coup, on enchaîne, des CDD, en Mmh. fait, qui sont fixés sur, la durée de notre projet. C'est pas toujours facile, je pense, quand après on veut construire sa vie à côté. Moi, du coup, ici, bah, je suis sur une durée de 4 ans fixe. C'est Ouais. ça. Que du coup, après j'ai de C'est la pas mal chance, pour un premier contrat, 4 ans, c'est pas mal, c'est oui, plutôt bien. c'est ça, C'est un bon début dans la carrière, ouais. c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est 4 ans et après ces 4 ans, bah, faut se poser la question, bah, qu'est-ce qu'on signe après? Est-ce que, bah, on tente, voilà, un projet de recherche qui va peut-être durer 2 3 ans? Est-ce que voilà, c'est un peu plus flou, je pense, mais je pense que ça vaut le coup de tenter et puis, je sais pas, je m'inquiète pas trop en vrai de mon avenir parce que je sais que si pas tant pis, j'irai dans il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi de la recherche et du développement, donc je pense que je trouverai une solution dans tous les cas. OK. Alors on a fait la Chloé de 17 ans, on a fait celle un peu plus âgée à laquelle tu as, plein de questions. On va parler des autres aussi. Si tu croises, tu l'as dit, hein, c'est important pour toi, c'est un défi que, les jeunes filles s'inscrivent, un peu plus massivement vers, les filières, entre autres, de l'ingénieur.
Heu, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les convaincre? Parce que peut avoir des gens qui n'ont pas eu ton parcours et qui n'ont pas eu tous les encouragements que tu as eus. On sent que tu es pleine de gratitude, bah, pour tes parents et puis pour les profs qui t'ont aidé, les gens qui t'ont accompagnée. Mmh. Mais une fille qui n'aurait peut-être pas eu ça, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, je pense que ça va être un peu cliché et c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais déjà de croire en elle. C'est compliqué quand on est adolescent, on connaît pas sa voix, donc de croire en elle, que si elle se disait: «Ah mais allez, je suis pas très bonne en maths» ou «Je sais pas si j'arriverai, les sciences, ça a l'air compliqué, il y a un examen d'entrée». Franchement, si vous y mettez et que c'est fait pour vous, ça vous allez y arriver et de pas avoir peur et de foncer. Que ce n'est pas que pour un type de personne, ces études, ce n'est pas réservé, qu'à des hommes ou que à des filles qui ont un fort caractère ou quoi. Même si vous êtes, quelqu'un de tranquille ou quoi, vous pouvez le faire, et c comme je dis, il y a un panel de métiers après qui s'offre à vous et vous pouvez y arriver, je pense qu'il faut pas se freiner. Merci beaucoup Chloé pour ces conseils que tu donnes, aux jeunes qui nous écoutent du coup, femmes et puis hommes aussi qui peut-être doutent de rentrer, dans les métiers de l'ingénieur. On sait qu'il y a une grosse pénurie en Europe, c'est important qu'il y ait des ingénieurs. Tu l'as dit, vous êtes là pour résoudre des problèmes complexes avec la méthode scientifique et donc en fait améliorer, bah, la vie des gens et ça c'est vraiment, une démarche qui est merveilleuse. Il y a vraiment des discussions que j'apprécie plus que d'autres et celle-ci en fait partie, parce que tu poses avec beaucoup de calme et de tact des moments importants de ta vie et de ton parcours. Et je te remercie vraiment d'avoir partagé ça aujourd'hui avec nous. Je te laisse le mot de la fin, si tu as envie de dire une dernière chose au public, aux gens qui nous écoutent, les jeunes, les moins jeunes, ou à quelqu'un que tu connais si tu as envie. Hein, ben, je remercie, la personne qui m'a le plus soutenue aussi dans tout ce parcours, c'est mon fiancé, mon futur mari, que j'embrasse et qui a toujours été là pour moi. On le remercie. Voilà, Super. merci beaucoup.